Merci Madame la Présidente, merci Monsieur le rapporteur. Je voudrais d'abord vous donner un petit peu l'état d'esprit dans lequel nous avons engagé ces travaux. Nous les avons engagés à la faveur très classique d'une procédure en cours, c'est-à-dire la révision de la directive détachement. Et puis nous sommes aperçus au gré d'un certain nombre d'auditions, une trentaine, et nous avons privilégié les auditions de terrain, que nous étions dans un phénomène qui dépassait très largement le cadre de cette directive détachement et sur lequel, je pense, vous aurez l'occasion dans cette commission un jour de travailler de façon sans doute encore plus approfondie. Il faut évidemment prendre ce dossier avec beaucoup de discernement. Les principaux pays qui détachent ne sont pas forcément que des pays de l'Est. La France est le 3e pays détacheur en Europe, après l'Allemagne et après la Pologne. Donc je pense qu'il faut faire très attention à ce que l'on dit sur ces sujets-là, même si effectivement c'est socialement asymétrique. Nous détachons plutôt des commerciaux, des ingénieurs, et nous recevons plutôt des ouvriers. Mais le détachement a toujours été une sorte de respiration de l'échange international. Et la directive détachement a correspondu à une époque, à une rationalisation bienvenue, je crois qu'il faut le dire, précisant notamment de quel phénomène il s'agissait, de ces phénomènes d'échange de travailleurs liés à l'échange marchand, à l'échange international. Ce qui aujourd'hui pose problème et qui doit nous alarmer, comme jadis dans les années 90, la mise en place de stratégies d'optimisation fiscale systématique, c'est que le phénomène du détachement devient autonome et tend à se disjoindre, comme ça a été dit par notre rapporteur, de la respiration de l'échange matériel. Je ne sais pas si je me fais bien comprendre, ça devient un business et ça devient une politique. Et on est en train de rentrer dans l'ère de l'optimisation sociale systématique où l'on essaie d'aller chercher le travailleur low cost. Et face à cela, on s'aperçoit que l'outil de la directive détachement, y compris d'ailleurs directive modifiée ou non, est très largement insuffisant à endiguer ce phénomène si l'on ne prend pas au sérieux, comme on a trop tardivement pris au sérieux les phénomènes d'optimisation fiscale qui commencent tout juste à être traités au plan international alors qu'on s'en alarmait à l'époque de la libéralisation de la finance dès les années 90. Donc nous sommes au début d'une histoire qui peut être dévastatrice, elle touche des hommes, elle les touche dans leur emploi évidemment, elle peut très vite déraper sur des sentiments ou l'exacerbation de sentiments xénophobes ou, et vous l'avez dit, Madame la Présidente, europhobes. Donc je crois que c'est un phénomène très important. J'ajoute que si ces phénomènes d'optimisation fiscale devaient devenir massifs, et ils commencent à devenir massifs, eh bien, on reviendrait au sujet précédent sur les comptes sociaux, puisque vous le savez, les détachés ne paient pas leur sécurité sociale, ne la quittent pas dans le pays d'accueil. Donc déjà, un détaché bénéficie, je peux me dire, d'une espèce de discount du coût du travail par le fait qu'il acquitte ses cotisations sociales dans son pays d'origine. Donc c'est un phénomène qu'il faut absolument encadrer. C'est la raison pour laquelle, pour bien vous présenter notre directive, et je reviendrai sur les points précis ensuite, nous avons un peu débordé le cadre du simple commentaire de la directive en cours de révision pour faire des propositions beaucoup plus fortes qui vous ont été énoncées par M. Ferrand et que je pense la France serait fondée à porter, directive détachement révisée ou non, assez vite au plan européen et je pense qu'elle y trouverait beaucoup d'intérêt et sans doute un certain nombre d'alliés. Le détachement aujourd'hui fait l'objet de procédures comment dirais-je, de contournements extrêmement importants, soit licites, ça a été dit tout à l'heure, détachement de moins d'un mois, société boîte à lettres créée par des sociétés françaises aussi. C'est-à-dire qui n'ont pas d'activité réelle que de recruter des personnels à bas coût dans d'autres pays pour les rapatrier chez nous. Développement d'un trading de main-d'œuvre qui ressemble beaucoup d'ailleurs au syndrome de la viande de cheval, puisque nous avons découvert qu'il y avait des sociétés chypriotes qui envoyaient des travailleurs de l'Est dans les pays de l'Ouest. Ça ressemble à des choses que l'on a connues anecdotiquement ces derniers temps. Mais aussi procédure de non-détachement interne. C'est-à-dire qu'il y a un certain nombre d'entreprises, y compris françaises, qui sont implantées dans les pays de l'Est, qui renvoient des personnels de l'Est chez nous et qui oublient de faire la procédure de détachement interne qui pour autant est totalement licite. Et puis après, tous les autres contournements, défaut de déclaration. On estime que 2 déclarations sur 3 ne sont pas faites dans le pays d'accueil.
Défaut de détachement interne, je l'ai dit, et puis souvent des personnels qui sont envoyés chez nous sans être détachés, sous couvert de détachement. C'est une fraude, c'est non déclaré, donc ils sont véritablement non seulement aux cotisations sociales du pays d'origine, mais au salaire du pays d'origine. C'est évidemment parfaitement dévastateur. Je voudrais pour terminer dire que nous avons constaté que le contrôle était très difficile. Et c'est la raison pour laquelle nous avons fait des propositions qui sont des propositions de sanctions très lourdes, comme la liste noire, car nous avons la conviction que les contrôles ne seront jamais très faciles, en particulier si l'on en reste à des bureaux de liaison interadministratifs. Pour vous donner un exemple un peu illustré, quand vous récupérez pour une campagne de vendange 100 personnes de 5-6 nationalités différentes pour 8 jours, le temps que vous ayez vérifié les nationalités, l'identité de ces personnes, téléphoné au bureau de liaison des 5 pays, elles ont disparu et elles sont irrattrapables. Donc le contrôle est pratiquement inopérant, il est très difficile. Les inspecteurs du travail vous diront que quand ils y arrivent, ils passent 1 mois, 2 mois aux dépens de toutes les tâches classiques. Donc il faut des mesures beaucoup plus fortes et c'est le sens de notre proposition. Je voudrais en terminer maintenant par le commentaire sur ce que nous propose Richard Ferrand sur effectivement les prix français et l'alinéa 15. Ça nous a été inspiré par une demande du patronat, puisque patronat et salariat sont concernés. En France, on a souvent un front commun pour nous demander d'agir. Il s'agit en réalité, ça a été sans doute très mal formulé, donc moi j'accueille très favorablement votre proposition, il s'agit pour des branches professionnelles françaises de pouvoir attaquer au tribunal un donneur d'ordre qui a manifestement choisi un opérateur ou un maître d'œuvre qui est un maître d'œuvre à bas coût, même s'il est licite. Cette affaire a trouvé un début de commencement de régularisation juridique parce que le gouvernement vient d'obtenir que dans la directive marché public, en cours de révision elle-même, on puisse récuser un offreur dès lors que l'on considérerait que ses prix seraient anormalement bas du fait de conditions salariales anormalement basses. Donc on a un début de commencement d'exécution de ce souhait que l'on a maladroitement exprimé en parlant de prix français. En réalité, déjà d'ailleurs, il y a des recours qui sont formés devant les tribunaux français. Par exemple, c'est un peu caricatural, mais la Fédération du bâtiment et des travaux publics des Pyrénées-Atlantiques contre la Chambre des métiers de Bayonne qui a employé une entreprise low cost. Vous voyez comme c'est curieux, et là c'est très franco-français. Voilà, mes chers collègues. Pour le reste, pour ce qui concerne le dernier point, le 21, oui, nous parlions de salaire minimum de référence. Moi, j'ai toujours été un peu un militant personnellement du salaire minimum européen, mais j'ai fait aussi 10 ans de Parlement européen, et donc je vois combien la route est longue. Donc l'idée, c'est d'avoir une procédure un peu plus rapide, permettant de dire que quand une branche est déstabilisée, parce que certains pays n'ont pas de salaire minimum, vous voyez à quoi je pense? Je pense à l'abattage aujourd'hui en Europe, déstabilisée par le fait que l'Allemagne, n'ayant pas de salaire minimum, elle emploie des travailleurs bulgares ou roumains. Il se trouve que c'est des Bulgares ou des Roumains, ça pourrait être d'autres pays, c'est les seuls qui acceptent, à 2, 3 euros de l'heure, 4 euros de l'heure. Dans ces cas-là, il devrait y avoir une procédure à Bruxelles qui permette de dire, au moins dans cette branche, on considère que les prix moyens, ça doit être ça. En deçà, des pays peuvent prendre des mesures unilatérales de rétorsion. Voilà, mes chers collègues, la façon dont je voulais vous présenter cette directive. Je crois que c'est un travail qui se poursuit, puisque nous avons un groupe de travail qui s'est constitué au sein de la Commission des affaires européennes. Merci de votre écoute. Merci, Monsieur Savary.